Aujourd'hui, je viens vous parler d'inventaire effectual. Comment repasser à l'action quand on est bloqué. Eh bien, écoute, nous sommes tout oui parce que ça a l'air vachement intéressant. Bonjour à Alors, je tous, vais vous bienvenue partager. pour cette nouvelle édition des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Voilà, je vais vous parler de quelque chose dont on vous a déjà parlé. Vous savez qu'on aime bien l'effectuation chez Melsion. Et je vais tenter de partager, partager ce sujet avec vous un peu différemment, mais pas tant que ça, vous allez voir. Cette chronique va faire écho à une vieille chronique d'un autre associé de Melsion, Joe Tabet, qui vous avait parlé au mois d'août 2020. Souvenez-vous, c'était il y a longtemps. On sortait de la première euh, vague de Covid, ce confinement complet qui avait tout bloqué. Et Joe nous avait parlé d'utiliser l'effectuation pour préparer la reprise et préparer le redémarrage de l'économie que tout le monde espérait à ce moment-là. Je vous y renvoie, vous la trouvez sur le site des chroniques. Vous allez voir que on va parler tous les deux du même sujet, arriver au même endroit, mais en le présentant un peu différemment. Alors déjà, le rappel sur l'effectuation. Vous savez qu'on aime ça, on vous en parle souvent. Je vous en parle peut-être trop souvent, mais bon, il y a des ressources là-dedans utiles. Je vais être rapide. C'est cette idée d'utiliser ce qu'on a dans le frigo, partir de soi, partir des ressources qu'on a déjà, euh, ou tout de suite sous la main, ou très facilement. Tout de suite sous la main, j'utilise ce que j'ai dans mon frigo pour faire le repas auquel je vais inviter les uns et les autres. Ça, c'est l'image classique en effectuation, c'est l'approche du frigo. On sait qu'on est en mesure de faire un dîner, quoi qu'il arrive, tout de suite. Et ce qui est fabuleux, c'est que non seulement on utilise le frigo, mais indirectement, on va bénéficier du frigo des autres. Euh, la personne qui va venir en apportant qui un gâteau, qui des tomates du jardin, qui la petite bouteille de ce petit producteur que je connais bien, va contribuer à renforcer l'idée du dîner et à améliorer la qualité du dîner. L'idée derrière, c'est les moyens et les ressources que j'ai me permettent de poser des objectifs tout de suite atteignables et donc d'avancer très vite. Je vous renvoie, pour ceux qui connaissent un peu l'effectuation, à ce qu'on appelle le principe de bird in hand. J'utilise les moyens que j'ai dans la main pour pouvoir démarrer. Alors, ce principe, c'est celui qui va être au cœur de l'inventaire effectual, de l'idée d'inventaire effectual. D'habitude, ce principe, on le décrit comme je démarre avec ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est qui je suis. C'est ce que je sais. Et c'est également, pardon, les gens que je connais. Là, on ne va pas démarrer. Là, on va tenter, face à un problème, de reprendre cette idée de ce qu'on a dans le frigo, cet inventaire effectuel. Et je vais vous proposer qu'on le formalise un peu, parce qu'en fait, ça sert tout le temps. Donc, je vous propose de faire l'état des lieux de ce que vous avez dans le frigo. Vous avez dans le frigo plein de choses, et souvent dans une boîte, on oublie tout ce qu'on a. Donc, je vous propose en interne, à l'image des 3 points que je vous disais avant, je vous propose en interne d'échanger en décomposant l'organisation, en vous souvenant que vos équipes font des tas de choses, y compris des choses auxquelles vous ne pensez pas, y compris des choses à laquelle moi, dans une équipe, je ne pense pas, parce que l'équipe d'à côté, je ne connais pas forcément bien son activité. Je vais vous proposer aussi de décortiquer vos produits et vos services. Est-ce que vous connaissez les composants de chacun de vos produits? Est-ce que vous connaissez les différents modules que vous assemblez pour produire vos services? En fait, la question, c'est pas est-ce que vous les connaissez, c'est est-ce que vous vous souvenez des composants et est-ce que vous êtes capable de prendre un peu de distance pour revenir à ces éléments de base? Et naturellement, qui je connais passe par est-ce que je suis au clair sur mon écosystème?
Est-ce que je l'ai suffisamment cartographié? Si jamais je fais ça régulièrement, ou en tout cas consciemment, je révèle, je mets en lumière un paquet de choses. Je mets en lumière des actifs, des ressources que j'ai dans mon frigo, je mets en lumière des talents, je mets en lumière des compétences, je mets en lumière des savoir-faire, et au fond, tout ça, c'est des composants. Et bien entendu, je mets en lumière mon écosystème. Ça, vous le faites peut-être sans vous en rendre compte, mais peut-être que vous ne le faites pas assez. Pendant le Covid, on a vu ça très naturellement. Moi, j'ai le souvenir de là où j'étais confiné, Sud-Manche, en Normandie. J'ai été frappé très vite, j'ai vu apparaître des masques. Alors, des masques en tissu, bien foutus, joliment cousus. C'était au moment où on était encore en train de se demander comment on obtiendrait des masques jetables et où la grande distribution se réveillait. Et là, je vois sortir des super masques, des trucs presque beaux. Et me renseignant, parce que ça m'intriguait, j'apprends qu'une entreprise du coin qui travaille pour le prêt-à-porter ou pour la mode, donc c'est de la confection de très haute gamme, a décidé, fort de ce qu'ils avaient en stock, fort de leur capacité à bien bosser, ils ont décidé de relancer leur machine et de produire en catastrophe, pas tout à fait en catastrophe, de produire avec de belles façons, le truc qui manquait le plus à ce moment-là, qu'ils pouvaient vendre, bien entendu, de façon non accessoire, on va dire. Et donc, en quelques jours, ils dessinent un masque qui vont faire certifier. Ça va prendre un peu de temps, la certification, plus de temps que la production. Et ça va être les masques de plus haut niveau de protection, réutilisables, lavables 50 fois, etc. Il y a une norme derrière. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on le voit apparaître chez les commerçants, les entreprises du coin assez vite. Et ensuite, les communes achètent des masques comme ça pour les distribuer à tous les administrés, à tous les membres de la commune. En fait, ils sont repartis des stocks qu'ils avaient, ils sont repartis de leur savoir-faire, et ils ont réorienté leur production, qui de toutes les façons était à l'arrêt, pour servir, vendre, pour des gens qui avaient besoin tout de suite. On a tous vu des trucs comme ça, et on en a vu à tous les niveaux. Ça s'est fait pendant le Covid, mais ça se fait aussi au quotidien. J'ai un client, il y a maintenant un peu plus d'un an, qui ne cesse de se plaindre de ne pas parvenir à faire tout ce qu'il doit faire et qui se plaint d'être le goulet d'étranglement de sa boîte. Un paquet de choses repose sur lui pour de bonnes et de mauvaises raisons, beaucoup pour de bonnes, mais beaucoup pour de mauvaises raisons. Il réalise notamment qu'il n'a pas le temps de creuser certains sujets, ou plutôt, il n'a pas le temps de faire aboutir la formalisation des sujets sur lesquels il est le sachant. Ça revient régulièrement. Naturellement, il fait partie de ces entreprises totalement contraintes qui ne peuvent pas recruter une ressource supplémentaire dans les circonstances actuelles. Il y a un moment, ça m'excite un petit peu de l'entendre se plaindre de quelque chose dont je sais pertinemment qu'il est capable de dépasser, un problème qu'il est capable de dépasser. Et du coup, je m'amuse à lui poser la question de qui sont les gens intelligents dans ton orga qui pourraient faire le job? Ah ben, j'en ai plein, mais ils sont tous trop occupés. OK, ils sont tous trop occupés. Quels sont ceux dont tu penses qu'ils ont la compétence et l'envie de faire des trucs un peu différents pour maintenir leur motivation? Et là, il faut probablement 2 minutes à mon client pour tout d'un coup dire « Ah ouais, j'en ai une qui est en train de se poser la question de what's next, de ce qui va suivre. Mon soupçon, c'est qu'elle pourrait même partir. » Je dis « Ah bon, tu as quelqu'un de chouette qui pourrait partir. » Et je lui dis « Mais tu penses qu'elle est vraiment occupée? » Oui, je pense qu'elle est occupée, mais je pense qu'elle n'est peut-être pas assez occupée. Et si je lui donne des trucs intelligents, il est certain qu'elle va s'organiser pour résoudre les trucs intelligents. En fait, il parlait d'un quoi? D'un mini chef de projet pour lui ou d'une sorte de directeur de cabinet, chief of staff. 3 semaines après, quand on se revoit, il était allé parler à cette personne. C'est une personne qui a vraiment du potentiel. C'est une personne qui connaît en partie les sujets ou assez bien les sujets sur lesquels il bloquait et pour qui l'aboutissement de la réflexion, la formalisation de la réflexion, le partage de ces infos est naturel.
il a recruté une chief of staff à temps partiel. Ça a redonné un boost de motivation à cette personne. Et mon client a découvert qu'il libérait 25% de son temps. Et tout d'un coup, des trucs qui n'avançaient plus partout dans l'organisation se remettaient à fonctionner. Voilà. C'est ça que vous devez faire dans vos boîtes. Quand vous avez un problème, non pas de vous dire « je le traiterai quand j'aurai les ressources », mais de vous dire « comment je peux traiter avec les ressources que j'ai déjà ». Là, on a regardé au fond ce qui se passe dans la boîte, mais vous voyez bien que sur la droite du slide, il y a l'écosystème. Et la même réflexion peut être dupliquée. C'est pour ça que je vous propose de donner un petit coup de zoom sur cette notion d'écosystème et de fractaliser la réflexion. Au fond, est-ce que vous êtes au clair sur votre écosystème? Votre écosystème, c'est quoi? C'est plein de choses. C'est vos clients, c'est vos fournisseurs, mais c'est aussi de façon plus large toutes les personnes qui interagissent avec vous. Joe Tabet évoquait au moment du Covid de s'intéresser à tous les maillons de la chaîne logistique qui vous appuient. Certains ne sont pas directement vos fournisseurs, mais au fond, dans les intervenants de la chaîne logistique, il y a peut-être des trucs très pertinents. Cette piste de la chaîne logistique, c'est un des grands classiques. En effectuation, on utilise souvent une femme entrepreneur, une chinoise, qui à une époque où le carton n'était pas retraité aux États-Unis, s'est mise en quête de récupérer ses stocks de carton. Elle faisait du recyclage de carton et manquait de matière. Et elle a réalisé aux États-Unis qu'il n'y avait pas de marché du recyclage. Donc, elle s'est débrouillée pour trouver des gens prêts à se débarrasser de son carton. Elle a parlé avec des affréteurs maritimes et elle a réalisé que ces affréteurs maritimes se plaignaient de revenir à vide. Alors, en apparence, ça ne paraît pas très embêtant de revenir à vide pour un cargo, mais en fait, ça pose des problèmes très basiques. La stabilité du cargo vient du fait que ses cales sont pleines. Revenir à vide, ben, ça pose problème parce que le cargo est moins stable et c'est moins simple. Donc, on a intérêt à remplir le cargo. Et en s'intéressant à sa chaîne logistique, elle a découvert qu'en fait, il y avait des gars qui étaient ravis de lui faire payer un prix ridicule pour l'acheminement, voire ne pas la faire payer. Et elle a récupéré des quantités de carton qui ont nourri l'industrie du recyclage ancien. À nouveau, c'est un vieil exemple, mais on en a plein des choses comme ça. Je vous cite un de mes clients qui est dans la techno. Naturellement, il a des équipes de développement, des équipes agiles, comme on les appelle. C'est quoi une équipe agile? Une équipe agile, en théorie, c'est une équipe qui sait être assez proche du besoin client. Elle a souvent un product owner pour gérer ça. Et ce product owner permet de ramener les insights clients, les besoins clients, les retours clients au cœur de l'équipe de développement qui ne travaille que sur des besoins clients, qui accélère ses réflexions autour du besoin client et donc qui est prêt à faire ce qu'on appelle des sprints, des itérations rapides pour satisfaire le client. Mon client à moi, depuis pas mal de temps, se plaint des soucis de la qualité de la production de ses équipes. Et en creusant avec lui le sujet, je comprends deux choses. Son product owner n'est pas au niveau, ou plutôt pas assez expérimenté, premier point. Et deuxièmement, dans les équipes agiles, personne ne parle du client. Dans 16 équipes agiles, personne ne parle du client. Ce qui est un vrai problème. Ça veut dire qu'au fond, sa solution va avoir du mal à décoller. C'est une solution assez ambitieuse, avec des enjeux marché très forts pour lui, possiblement des millions d'euros de chiffre d'affaires. Arrive le moment où le product owner part. Et là, il est vraiment coincé. Il est coincé parce qu'il n'a pas plus de ressources que le client précédent dont vous parlez. Et là, ça m'excite un petit peu parce que je ne comprends pas ce qu'il m'explique, je ne comprends pas son problème. Au fond, quand je l'écoute, je réalise qu'il ne connaît pas ou ne sait pas poser la question de mettre en lumière les enjeux et les problèmes de son écosystème, les préoccupations de son écosystème, les buts et les objectifs de son écosystème. Et à mon avis, il passe à côté de trucs intéressants pour dégager de la ressource là où il ne parvient pas à en dégager. Et du coup, j'évoque avec lui les partenaires critiques qui, sur son projet, ont intérêt à ce qu'il réussisse. Et quand on discute, très vite, il identifie un acteur techno important qui a tout intérêt à ce que son offre fonctionne. Et je dis, ben voilà, va discuter avec lui et rappelle-moi.
ou la prochaine fois, on en reparlera, comme tu veux. 3 semaines après, on se revoit, et là, je souris. Je retiens le sourire pour pas que ça devienne un rire. Mon client m'explique avec excitation que c'est absolument génial. J'ai parlé avec mon fournisseur. Mon fournisseur me dit « Ah ouais, ton problème, c'est que les gens ne savent pas faire de l'agile ?» Eh bien, écoute, ça ne pose pas de problème. Nous, tu sais quoi? On a tout intérêt à ce que tu réussisses parce que si tu fais la preuve que ça fonctionne, nous faisons la preuve qu'on ouvre des marchés nouveaux. Donc, de quoi tu as besoin? Et un peu éberlué, le client dit c'est problème. Ben, au fond, je n'ai pas de product owner et je ne peux pas en recruter pour le moment. Et surtout, je n'ai personne pour essayer d'évangéliser, de faire progresser l'équipe en termes d'agile. Et qu'est-ce qui se passe? Le fournisseur lui propose de lui mettre à disposition 2 ressources seniors. Quand je dis mettre à disposition, c'est vraiment mettre à disposition. Il n'y aura pas de facturation. Donc, en fait, mon client a récupéré, au détour d'une discussion avec son fournisseur, 2 ressources. Il a fait le chiffrage en riant devant moi. Il m'a dit, je serais passé par un cabinet de conseil. Ça me coûtait 200 K sur l'année pour chacun des profils. Donc, je suis heureux de te dire que quand tu m'as agacé l'autre fois, en un quart d'heure, tu m'as fait gagner 400 K spot. Voilà. C'est l'exemple fabuleux que c'est parce que vous parlez avec votre écosystème que des choses se dégagent. Et vous pouvez le faire à des échelles beaucoup plus petites. Il y a quelques années, j'accompagnais un acteur RH qui développait un produit en SaaS. Produit très smart, mais un peu décalé. Il répondait à des vrais besoins, mais comme souvent, il arrivait à une limite dans sa démarche commerciale, c'est qu'il n'atteignait pas suffisamment les décideurs, qui pourtant pourraient être convaincus de sa solution. Et on a bossé ensemble pour voir comment engager mieux, non pas des prospects, des gens chez le client possible, mais directement le décideur. Et très vite, au fond, en regardant l'écosystème, il a identifié qu'il connaissait des gens dont la parole, dont les services pouvaient intéresser les décideurs capables d'acheter sa solution. C'était en l'occurrence un cabinet de conseil qui avait fait un livre blanc super intelligent, vraiment très smart. Et donc, ce qu'on a monté ensemble, c'est un tout petit événement, 2 heures, un petit déjeuner, un atelier pendant lequel il amenait aux décideurs chez ses prospects une vision intelligente du marché, du problème, au travers de ce consultant qui venait présenter un livre blanc. Ce faisant, il a attiré des gens qu'il n'arrivait plus à avoir ou qu'il n'arrivait pas à avoir au téléphone. Et il a fait un truc aussi intelligent, c'est qu'à la fin, après avoir mis en lumière les apports du consultant, il a évoqué ces problématiques de priorisation de la R&D pour les années à venir et a sollicité ses prospects pour savoir, au fond, de quoi auriez-vous le plus besoin l'an prochain. Et le simple fait d'avoir organisé cet atelier de 2 heures a tout d'un coup fait comprendre à ses prospects, en tout cas aux décideurs, que non seulement sa solution n'était pas absurde, mais qu'en fait, elle était assez intelligente. Et en plus, qu'il avait à cœur de la faire progresser très vite pour aller croquer des sujets beaucoup plus compliqués. Au fond, cet atelier de 2 heures qui ne lui avait coûté en tout et pour tout que le café, les croissants qui étaient présentés, lui a permis de raccrocher des décideurs dans la prospection et ça lui a permis d'accélérer ses ventes. Voilà, c'est ça la notion d'état des lieux en zoomant sur l'écosystème d'inventaire effectual, c'est, souvenez-vous, que vous pouvez avoir les mêmes problèmes ou des problématiques similaires que celles de vos clients et qu'en allant intelligemment réfléchir aux enjeux de l'écosystème, vous pouvez avancer beaucoup plus vite et lever des problèmes. Dit autrement, passer à l'action, notamment quand vous êtes bloqué. S'il fallait résumer, en fait, passer à l'action, ça peut se faire en combinant à frais nouveaux des ressources internes. Des ressources internes pour dépasser une limite, pour résoudre un problème auquel vous vous heurtez. Mais ça peut être aussi une bonne solution pour innover, pour faire différemment, pour revoir la façon de travailler, faire mieux et de façon nouvelle. Et fondamentalement, ça permet de repasser à l'action aussi en déclenchant des engagements réciproques.
pour faire face à un enjeu commun, ne plus avancer tout seul, mais avancer avec d'autres pour résoudre un problème, ou, de façon plus profonde, nouer des alliances qui vont se mettre à portée du fruit de façon successive. C'est pourquoi je vous conseille, en conclusion, tous, de faire cet inventaire, de faire ce double état des lieux, des ressources mobilisables et d'avoir une conscience plus grande de votre écosystème. Faites-le régulièrement. Alors, le régulièrement, c'est entre guillemets à votre main. C'est une fois par an, c'est une fois tous les 2 ans, c'est régulièrement. Et ça vous permettra de garder vivantes les traces de plein de choses que vous savez faire, que vous avez fait, et notamment de maintenir disponible, vous souvenez probablement du biais de disponibilité, du biais de récence, de maintenir vivant dans dans la tête de vos équipes, les traces de tout ce que vous savez faire. Ce sera un véritable moyen pour affronter une difficulté, et c'est aussi une bonne façon de nourrir l'innovation. Voilà, j'en ai fini. Repassez à l'action, y compris avec vos parties prenantes, en utilisant ce petit outil, cette approche assez simple de l'effectuation, que je l'appelle, mais d'autres l'appelleront différemment, inventaire effectual. Merci Patrice, et merci de nous rappeler que de temps en temps, regarder son environnement et prendre note de ce qui nous entoure, ça nous permet finalement de dépasser nos propres ressources internes. Alors, tu nous as donné des exemples et je t'en remercie. Espérons que cette logique d'effectuation que nous répétons à longueur de chronique finira par séduire les entrepreneurs. Elle devrait, hein, c'est le modèle de fonctionnement des entrepreneurs, le modèle préféré de fonctionnement des entrepreneurs, pour ceux qui ne l'ont pas utilisé encore. Essayez-le, bien sûr, il y a de multiples chroniques dans la chaîne pour vous guider sur ce chemin-là. En fait, c'est pas la question d'être séduit par le concept, c'est le concept qu'ils utilisent en permanence, et mieux le comprendre et mieux en connaître les bases théoriques vont leur permettre de l'améliorer et surtout de ne pas être influencé par les tenants de la méthode causale qui n'est pas adaptée à leur mode de fonctionnement.